Nous, l'ambition, c'est vraiment de réinventer un petit peu la façon dont les marques engagent et fidélisent leurs clients en ajoutant, ça c'est vraiment notre secret sauce, une dimension relationnelle et sociale, communautaire. Et c'est ça un peu l'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin que les programmes d'aujourd'hui, en tout cas qui à notre goût sont un peu transactionnels, pour vraiment engager de manière 360 les clients. Et l'avantage bien sûr, c'est qu'au-delà de toute la preuve sociale générée, ces interactions-là permettent d'augmenter encore plus le nombre de points gagnés et donc la LTV des clients parce qu'ils vont utiliser leurs points sur ton site. C'est quoi à peu près les ROI que tu peux attendre, les 2-3 chiffres clés sur lesquels vous communiquez? D'un point de vue financier, c'est quand même assez intéressant parce que après un an, tu as plus de 20% du chiffre d'affaires qui est attribué à Loyoli, donc attribution vraiment directe. Le ROI par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup creusé. On a pris toutes les données de nos clients actuels, on les a passées dans des algos pour comprendre les scénarios qui étaient possibles et d'après quels facteurs. Et donc tu vois, si on est intégré partout et que je fais 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un panier moyen à 150 euros, 45 ou même 35% de taux de clients récurrents et 70% de marge brute, ce que je peux espérer c'est d'être sur le scénario plutôt meilleur. Et donc là, fidélité plus parrainage, ça peut aller jusqu'à 22% de contribution au revenu total après une année d'utilisation. Shopify, c'est quand même aujourd'hui 80% de nos clients. On a lancé PrestaShop cet été. Et au niveau des CRM, on a Klaviyo, on a Brevo, on a HubSpot, on a Insider. On est en train d'en rajouter un peu en fonction des besoins des prospects, des clients. Ça m'intéresse d'avoir un peu la vision long terme de Loyoli. Pourquoi vous faites ça? Où est-ce que vous voulez aller? Notre ambition, c'est d'aller atteindre les 100 millions de revenus annuels récurrents dans les 5 à 7 prochaines années. Salut Joseph. Salut Étienne. Comment tu vas? Écoute, merveilleusement bien, merci. Très cool de te recevoir sur ce podcast. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire un petit épisode avec toi. Joseph, tu es le CEO de Loyoli, un outil de fidélisation. Tu as lancé du coup ta boîte il y a un peu plus de 3 ans, après une formation plutôt en finance et une expérience en salle des marchés d'ailleurs. Je serais curieux que tu nous en parles. Avec Loyoli, vous avez eu une croissance assez rapide. Vous êtes passé de 8 à 25 personnes en un an. Aujourd'hui, c'est plus de 450 clients avec de très jolies références. Alors j'en ai quelques-unes là qu'on peut citer, par exemple Volcom, Beauté Privée, Dijon, Serge Blanco, Nali, Épicure, La Belle Boucle, Un Bon Maillot, etc. Donc beaucoup notamment de références dans le e-com et le retail. Votre produit, ça propose entre autres de la fidélisation et du parrainage, qui sont des sujets clés, fondamentaux en e-commerce dont on va parler aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions, comme tu t'en doutes, à te poser. Et ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par te laisser te présenter. Ouais, avec plaisir. Écoute, encore merci pour l'invitation. De mon côté, donc, je suis Joseph, j'ai 29 ans, je suis un des 3 cofondateurs et le CEO de Loyoli, comme tu l'as très bien expliqué. Solution made in France de fidélisation et parrainage. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail après. Et écoute, sinon, à part le boulot, qu'est-ce que je fais? J'aime bien le sport, sport de raquette, les vacances, tu vois, voyager, découvrir des nouvelles cultures, et puis aussi essayer d'apprendre des nouvelles choses avec différentes ressources, notamment sur le marché US, l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, voilà, un peu comme toi, je pense, et comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc rien de très original jusque-là. Sport de raquette, tu joues quoi? J'adore le tennis, le ping-pong, le bad, Ok, principalement ça. trop bien. J'ai fait 3 ans de ping-pong à l'époque. Ah ouais. Mais je pense que je suis devenu vraiment nul. Mais Ouais. j'ai pas assez utilisé les tables de ping-pong qu'il y avait quand j'étais chez Google. Est-ce que tu peux nous présenter Loyoli en 2 mots? Ouais, donc comme évoqué, c'est une solution donc, de fidélisation et parrainage. En fait, l'objectif pour nous, au-delà comme toutes les solutions de fidélisation et de parrainage, donc augmenter la lifetime value, diminuer le coût d'acquisition, ça c'est les objectifs principaux. Ouais. Nous, l'ambition, c'est vraiment de réinventer un petit peu la façon dont les marques engagent et fidélisent leurs clients, Ok. en ajoutant, ça c'est vraiment notre secret sauce, une dimension relationnelle et sociale, communautaire, Ok. versus les programmes d'aujourd'hui qui sont relativement transactionnels. Mhm. Donc concrètement, ça veut dire que quand tu es une marque, que tu utilises Loyoli, tu peux récompenser tes clients quand ils achètent, bien sûr, mais aussi quand ils vont créer du contenu sur Instagram, des stories, des posts, des reels, des TikTok, quand ils t'envoient de l'UGC, que ce soit des photos ou des vidéos, mais aussi des avis sur Google, sur Trustpilot, sur les App Store, quand tu télécharges ton application mobile, quand tu complètes un Typeform. Ok. Tu peux créer ta propre intégration avec, je sais pas, des apps comme Strava, avec... Et tu vois, par exemple, des clients qui ont des sites de fashion avec un onglet de revente. Tu peux récompenser tes clients quand ils mettent en vente leurs produits, tu vois, pour la seconde main. Donc en fait, tu peux tout faire.
Et c'est ça un peu l'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin que les programmes d'aujourd'hui, en tout cas qui à notre goût sont un peu transactionnels, pour vraiment engager de manière 360 les clients. Et l'avantage bien sûr, c'est qu'au-delà de toute la preuve sociale générée, ces interactions-là permettent d'augmenter encore plus le nombre de points gagnés et donc la LTV des clients parce qu'ils vont utiliser leurs points sur ton site. Super intéressant, du coup un cercle vertueux en fait dans l'écosystème e-commerce, et on va le voir après, il y a beaucoup de ponts avec potentiellement d'autres briques du e-commerce, enfin e-commerce entre autres, parce que j'imagine que vous n'avez pas que des acteurs qui font purement du e-com. Ouais. Je suis curieux de savoir, si on remonte un petit peu en arrière, quel a été un peu si tu peux nous raconter la genèse du projet, tu vois, comment c'est né, pourquoi le Yoli, et surtout, alors peut-être si, si tu veux aller un peu sur le perso, mais comment tu passes de la banque au marketing et à la feed, tu vas avoir un petit peu de détails là-dessus. Carrément, non, c'est une bonne question. Bon, là, je vais un peu raconter ma vie, désolé pour ceux que ça n'intéresse pas. Mais donc, de mon côté, en fait, j'étais vraiment passionné par tout ce qui est économie, finance, trading, etc. Donc, tu vois, par exemple, en 2017, c'est là où j'ai acheté mes premiers bitcoins avec mon prêt étudiant. Ouais. Pas la meilleure stratégie financière, mais j'ai eu de la chance là-dessus. La version au risque. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, donc, j'ai réussi à intégrer Odo BHF en salle des marchés, où j'étais du coup l'assistant du numéro 3, donc un peu son bras droit, un peu m'a tout faire, donc on a bossé sur plein de sujets. Et en fait, à cette occasion-là, j'avais des potes qui étaient stagiaires aussi. Bon, il y avait 40 stagiaires, comme dans beaucoup d'entreprises. Et donc, c'était des ingés qui bossaient sur des produits structurés, des choses assez techniques. Et ça m'a beaucoup attiré, cette partie code. Donc, en fait, j'ai commencé à me former au VBA à l'époque. Donc, tous ceux qui font de la finance connaissent peut-être un petit peu ça. C'est un langage qui relie Excel, Outlook, toute la suite en fait Office. Donc tu peux faire plein de trucs. Donc je m'en suis servi d'abord pour automatiser un petit peu mes tâches de mon côté. Et en parallèle de ça, donc comme je te l'ai dit, du coup j'étais passionné par tout ce qui est Bitcoin, blockchain, etc. Donc j'étais dans une asso qui a été d'ailleurs créée par l'actuel DG de Binance en France, David Princet. Et en fait, à cette occasion, on allait dans des business schools, faire des conférences. Donc, c'était encore tout nouveau à l'époque. Et donc, moi, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et en fait, comment ça fait le lien, du coup, avec le loyalty? En fait, c'est un petit peu ces valeurs autour de la décentralisation qui me plaisaient pas mal. Donc, moi, j'étais plutôt parti dans une direction finance, mais avec quand même l'optique un petit peu de vouloir un peu changer les choses. Je suis un petit peu idéaliste à mes heures perdues. Et donc, je m'intéressais aux nouvelles façons de faire pour un petit peu changer les choses en faisant un peu partie du système, entre guillemets. Et donc, en fait, pour avancer un petit peu, je suis parti après mon stage en Australie, où je voulais apprendre l'anglais et voyager avant de reprendre un master. Et donc, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'être serveur. J'avais déjà bossé comme serveur pendant toutes mes études avant. Donc, du coup, je me suis fait embaucher dans un bar à Melbourne, au bord de la plage, à St Kilda, pour ceux qui connaissent, qui était ultra cool. Et en fait, je voyais que tout le monde postait des stories, mettait des avis Google, que moi, en tant que consommateur, je regardais beaucoup ça pour savoir où je voulais aller ensuite. Et je me suis dit un peu naïvement, ce serait vraiment cool que tu vois, le resto t'offre un verre de vin à chaque fois que tu fais une story. Comme ça, tu fais une story, ça fait de la preuve sociale, et en plus, tu as une incentive à revenir, donc à être fidélisé. Et en fait, ça rejoint un petit peu ces valeurs de décentraliser un petit peu la communication au niveau du consommateur final. Donc c'est là que le lien se fait. Il y a un lien, c'était un peu long, mais il y en a un. Et donc, en rentrant en France, du coup, avec mon coloc de l'époque, Thomas, en fait, on bossait nos concours pour rentrer en master, donc HEC, etc., Dauphine. Et en fait, je commençais à lui parler un petit peu du projet. Et du coup, en fait, on décide d'arrêter nos études parce qu'on réalise qu'il y avait un potentiel et qu'on avait envie de se lancer là-dedans directement. Donc, au début, c'était plus sur la partie restaurant parce que c'est là d'où venait un petit peu l'idée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir Subway en bas de chez nous, puis tous les commerçants. Donc, on comprenait pas trop ce qu'on faisait, tu vois, mais on allait voir le commerçant qui vendait du Made in France, à Subway, à Big Fernand. On testait tout. Et on allait les voir, on leur disait, voilà, nous, on pense que tes clients, c'est tes meilleurs ambassadeurs. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre un QR code sur ton desk. Tu vois, Subway, par exemple. Et dès que quelqu'un achète un truc, tu lui dis, écoute, si tu fais une story, tu gagnes 10% sur ta prochaine commande. Et donc, le premier produit, c'était un Typeform avec 3 questions. Adresse email, nom d'utilisateur Instagram
est-ce que tu vas faire une story ou un post. Et nous, avec Thomas, on était dans notre appart. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui remplissait le formulaire, on regardait sur son compte Insta à la mano s'il avait fait un truc. Et puis on lui envoyait un code que Subway nous avait envoyé précédemment. Donc ça, c'était la première version. On a fait notre preuve de concept comme ça. Ensuite, du coup, on s'est dit, OK, il y a un truc à faire. C'était pas du tout parfait, mais bon, on s'est dit, c'est quand même intéressant. Donc, on a construit du coup un prototype sur Figma. Et puis ensuite, on a fait une démo du coup à ceux avec qui ça avait bien marché, notamment donc 7 Subway à Nantes. Et on leur a dit, donc ça sort dans 3 mois. Donc si tu veux l'accès à la bêta, c'est 3 000 €. Et donc en fait, on a vendu du coup un produit qui n'existait pas à Subway directement comme ça. Et ensuite, on a un peu galéré à shipper quelque chose de propre, mais ça a un petit peu marché. Et ensuite, donc on a continué un petit peu comme ça. Donc là, on est 2021. On itère, on signe avec Blissim. Assez rapidement, on arrive à signer une quarantaine de clients avec franchement un produit vraiment pas ouf. Et finalement, on croise la route de Thierry, qui est notre troisième associé, qui est l'ancien VP Engineer de Hornicar. Et donc, c'est grâce à lui qu'on a pu construire une première version de la plateforme assez solide. Mais donc, à la base, on n'avait pas vraiment d'ICP. En fait, on ne savait pas trop quel segment targeter vraiment. Donc, on a un petit peu, stagné pendant un an, en gros 2021, même à fin 2022, avec beaucoup de churn, des clients qui n'étaient pas contents. On avait des hôtels B&B, on avait du Blissim, on avait du Big Fernand. Donc, c'était pas très cohérent tout ça. Et à ce moment-là, il y avait un petit peu l'essor de Shopify, du e-commerce, après le boom post-Covid. Et donc, on a tout remis à plat. Et en 2023, on a décidé d'arrêter ce qu'on faisait et de se concentrer sur Shopify, en se concentrant sur cette approche un petit peu de la fidélisation holistique, si je puis dire, avec quand même cette partie transactionnelle pour mesurer le retour sur investissement en termes financiers. Donc être capable de dire à la marque combien d'euros ça a généré, parce qu'avant on pouvait dire tu as gagné 10 stories, 5 avis Google, mais super, mais en fait là je suis en train de cutter mes budgets marketing, donc en fait explique-moi combien ça me rapporte. Donc on a pu faire ça. Donc tu vois, le produit tel quel il est sorti fin 2023. Et en fait à ce moment-là, c'est là que ça a vraiment commencé à bien prendre pour nous. En gros, on est passé de 300 000 € de revenus, tu vois, fin 2023, aujourd'hui quasiment 2 millions d'ARR, donc assez rapidement. Donc ouais, plutôt intéressant. Voilà un peu de manière assez détaillée du coup la genèse, d'où ça vient, la relation avec la finance. Ultra intéressant. Donc aujourd'hui vous êtes 3 associés, c'est ça? Ouais. Donc tu as Thierry qui est... Donc lui c'est lui qui s'occupe de la partie... Tech. Il y a mon Siri qui s'est allumé quand j'ai dit, j'ai dit Thierry. Tech, donc c'est lui qui code le produit. C'est ça. Ok. Exact. Ton autre associé, j'ai oublié le prénom. Donc c'est Thomas du coup. Thomas qui lui s'occupe de... Donc lui s'occupe de tout le produit. D'accord. Et il y a aussi de l'accompagnement client. Ok. Donc c'est assez cool d'ailleurs comme double casquette, parce que du coup on arrive à itérer assez vite sur le produit comme ça. C'est intéressant. Feedback, retour marché client, et du coup itération produit. Okay. Comme tu vois, c'est la même personne qui traite tous les problèmes. Au bout d'un moment, tu es obligé de les régler si tu veux arrêter d'être contacté par les clients. Donc, c'est un bon moyen pour se concentrer aussi sur les demandes des clients existants. Ouais. Et toi, du coup, tu es en charge de toute la partie business et pilotage global de la boîte. Ok. Exact. Trop bien. Super intéressant. Et est-ce que tu peux nous donner pour les personnes qui nous écoutent? Alors, tu m'as déjà donné quelques chiffres. Tu dis 2 millions d'ARR. Vous êtes 25 aujourd'hui, ça, dans l'équipe? Ouais, c'est ça. C'est structuré comment, à peu près Donc en fait, tu vois, il y a encore 6 mois, on était une dizaine dans l'équipe. D'accord. Comme en fait, on a compris nos canaux d'acquisition, notre ICP, que la strat est claire pour la suite, on était confiant du coup de un petit peu recruter pas mal de monde pour accélérer tout ça. Donc maintenant, on est 25. Ouais. Donc sur les 25 personnes, tu as beaucoup de commerciaux. Okay. Donc account executive, full cycle. Donc c'est eux qui gèrent les portefeuilles de clients actifs, c'est ça? Alors c'est plus eux qui vont en fait aller chercher des nouveaux clients. D'accord. Et les signer. Okay. Donc full cycle, de la prospection jusqu'au closing. Ah oui, ok. Ouais. Et par contre, tu n'as pas la partie upsell, rétention, etc. Ça, on a des account managers côté accompagnement client qui s'occupent de tout ça. D'accord. Après, donc on a aussi dans l'équipe sales une grosse dimension de partenariat. Ok. Parce que comme tu le sais très bien, dans l'écosystème e-commerce, ça fonctionne énormément par les partenariats. Donc nous, on a décidé vraiment de mettre les bouchées doubles sur cet axe-là.
Et puis après, on a bien évidemment, maintenant, on va avoir quasiment 10 ingénieurs qui travaillent sur la tech. Donc ça, c'est super cool. Et puis, 3 personnes sur le produit. Ok. Ouais. Ok, très intéressant. En fait, j'avais des questions sur les infos clés, mais tu m'as déjà donné les grandes infos. J'ai spoil. Peut-être, avant de rentrer un petit peu dans le détail et le fonctionnement de la plateforme, ça m'intéresse d'avoir un peu la vision long terme de Loyoli. Pourquoi vous faites ça? Où est-ce que vous voulez aller? Tu m'as un peu parlé de valeurs autour de la décentralisation, de tout ce qui touche à la communauté et du coup, je ne sais pas si le terme est bon, mais empower les utilisateurs finaux. Ça, ouais. Curieux d'avoir votre vision long terme pour Loyoli. Carrément. Bah, déjà, effectivement, la première question que tu as posée, c'est une question à laquelle on a trouvé une réponse il n'y a pas si longtemps que ça, pour être honnête. Et je pense que, tu vois, il y a beaucoup, notamment de jeunes funders qui commencent un truc parce que ça les fait kiffer, mais tu vois, tu sais pas vraiment jusqu'où tu veux emmener la boîte. Donc maintenant qu'on a fait un petit bout de chemin, notre ambition, c'est d'aller atteindre les 100 millions de revenus annuels récurrents dans les 5 à 7 prochaines années. Et en fait, c'est le terme que tu as employé sur cette partie vision, c'est vraiment le bon, en fait. Nous, on veut vraiment empower en fait, les consommateurs et les marques à un peu mieux travailler ensemble pour générer de la croissance dans un modèle qui est vraiment gagnant-gagnant. Donc comment en fait on compte faire ça? On est en train de construire la première, en tout cas à ma connaissance, plateforme de Customer-led Growth, où en fait ça s'articule autour d'une suite de produits un petit peu modulaires que tu peux combiner les uns avec les autres. Aujourd'hui, tu as le loyalty, le referral. On a aussi une partie test produit. Donc tu peux faire candidater des influenceurs, des clients via un formulaire, etc. L'affiliation, et puis l'UGC aussi, des visuels. Et puis aussi une partie automation et AI qui permettra un petit peu d'orchestrer tout ça. Donc ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais si je dois résumer vraiment l'ambition, c'est de permettre en fait au plus de marques possible de vraiment capitaliser à 2000% sur chaque client pour le fidéliser, tout en vraiment passant par ce client-là pour faire de la preuve sociale, collecter des opt-in, améliorer aussi son expérience. Donc voilà, c'est ça un petit peu la vision long terme. Et le but, c'est de ne pas se cantonner qu'à la France, mais vraiment à l'international. Donc là, on a lancé le marché du UK sur Q2. Donc c'est vraiment en ce moment qu'on est en plein dedans. Et après, l'idée, c'est d'aller sur les autres marchés assez classiques, Europe et puis ensuite les US. Les premiers retours sont comment? Si c'est peut-être un peu tôt, mais sur le UK. Non, franchement, c'est très intéressant. En fait, c'est un marché qui est... Donc voilà, c'est le premier marché en Europe. Super mature en e-com. Très, très mature, exactement. Donc du coup, les marchands, ils connaissent très bien les programmes de fidélité. Tu as un petit peu des solutions legacy, voilà, je ne vais pas donner de nom, mais qui sont pas mal implantées là-bas, un petit peu en perte de vitesse. Donc le loyalty, c'est un sujet qui est vraiment sur toutes les lèvres, surtout là-bas, parce que nous, on commence un peu à se dire que voilà, les coûts d'acquisition augmentent, que du coup, il faut vraiment travailler sa rétention. Mais en fait, là-bas, ils en ont conscience depuis déjà un peu plus longtemps. Donc, il y a toute une vague sur la rétention client. Il n'y a pas que le loyalty, il y a plein d'autres choses, les abonnements, etc., les SMS, tout ça, qui est vraiment déjà très, très présente. Et ce qui est intéressant, c'est que notre proposition de valeur autour de ce que je viens d'évoquer, avec la capacité pour la marque d'engager un client pour faire de la preuve sociale, générer du bouche à oreille, ça résonne encore plus qu'en France. Donc c'est un marché qui est plus concurrentiel aussi, forcément. Mais du coup, voilà, nous, notre idée, c'est vraiment de capitaliser sur notre différenciateur et trouver les bons canaux d'acquisition pour pas se brûler les ailes non plus et faire les choses proprement. Et les retours sont plutôt bons. On a signé nos premiers clients là dès le premier mois, donc ça sent plutôt bon. Question de curiosité, vous êtes autofinancé ou vous avez des investisseurs Non, on a levé au total, donc on a fait un précis en janvier 2023, au moment où on a vraiment switché complètement de modèle. Donc on a construit le produit grâce à ça. Et ensuite, donc c'était des BSR en fait, donc pour ceux qui connaissent. Tu peux peut-être expliquer pour peut-être il y en a qui... Ouais, carrément. Alors les BSR, effectivement, c'est un mécanisme important à connaître si lever des fonds, c'est un sujet. Ça permet en fait, quand on ne connaît pas la valorisation à l'instant T d'une entreprise, de se dire ok, aujourd'hui, tu n'as quasiment pas de clients, on ne sait pas quelle est ta valo. Donc ce que je te propose, c'est qu'en fait, dans un an, on estime que ta valo va tomber entre, par exemple, 2 à 4 millions de valorisation. Et en fonction du prochain tour, qui va du coup sceller le prix, imaginons 3 millions, moi je vais convertir l'argent que je te donne maintenant
au prix de 3 millions dans un an. Par contre, si on dépasse les 1 an, je convertis non pas à 3 millions, mais à 2 millions, donc le floor. D'accord. Et par contre, si la valorisation est supérieure à 4 millions, donc le cap, je convertis quand même au cap. Ok. Donc voilà, c'est un sujet assez intéressant. Il y a Ouais. plein de choses sur lesquelles il faut faire attention. Et donc vous avez levé avec ce mécanisme? On a levé avec ce mécanisme-là, donc c'est assez flexible. Concrètement, tu envoies un document à signer, tu envoies ton RIB. Il n'y a pas d'augmentation de capital, donc tu as moins de formalités juridiques, administratives. Pas de pacte d'associés, donc pas de grosse négo aussi sur cette partie-là, qui est un gros morceau. Donc c'est assez flexible. Après, il y a des avantages fiscaux pour les investisseurs, donc ça n'arrange pas tout le monde. Okay. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait comme ça qu'on le referait, mais voilà, c'est un sujet quand même assez intéressant et clé aussi. Et donc en fait, cet été, on a converti les BSR en ajoutant un peu plus de capital avec des investisseurs qui voulaient remettre au pot. Donc là, au total, ça veut dire qu'on a levé à peu près 2,5 millions. Ok. Ultra intéressant. J'aime beaucoup la vision win-win. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une promesse marketing, c'est qu'en réalité, la construction du produit, elle est faite autour de ça. Et c'est autant gagnant pour les marques qui gagnent en fidélisation et en rétention de clients que les utilisateurs qui ont tout intérêt à jouer le jeu parce que derrière, ça leur permet d'avoir, j'imagine, un lot de récompenses, que ce soit financier ou autre. On rentrera un peu dans les détails juste après, mais c'est cool et surtout que c'est un vrai pain en fait pour les e-commerçants de créer une communauté, de faire remonter en fait du contenu organique. Nous dans les ads, c'est point numéro 1, tu vois, aller chercher ne serait-ce que du UGC de la part de tes clients, c'est quand même le parcours du combattant et tu le fais un peu avec des emails avec des petites incentives, ce genre de choses, mais le fait que ce soit processisé, c'est ultra intéressant. Très cool. Écoute, merci beaucoup pour cette intro. Je te propose de rentrer un peu dans le vif du sujet et de te poser des questions pour comprendre comment fonctionne Loyoli. Moi, en toute transparence, je ne suis pas un professionnel de la feed. J'en ai forcément entendu parler / aborder ce sujet dans beaucoup de discussions au cours de ma carrière, mais c'est pas forcément un domaine sur lequel on est bon. Autant sur les ads, tu vois, il y a peu de sujets, mais donc il est possible que je te pose des questions qui sont assez novices. C'est pas avec plaisir. Voilà, donc ça rendra un peu potentiellement le truc encore plus facilement compréhensible. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, tout simplement, Loyoli? Donc en fait, c'est très simple. Donc en fait, en tant que marque, par exemple, qui utilise Shopify, il suffit de se rendre sur la marketplace d'app Shopify. Vous tapez Loyoli, vous cliquez sur Installer. C'est bon. Donc là, vous avez un essai gratuit, donc vous pouvez essayer la plateforme pendant 7 jours. Vous pouvez bien évidemment booker une démo avec l'équipe commerciale pour avoir plus d'infos. Et donc une fois qu'on a connecté Loyoli, en fait, comment ça se présente? Ça va permettre d'avoir donc premièrement une page en fait qui va héberger le programme de fidélité et parrainage. Donc la première étape, c'est de personnaliser cette page. Donc je peux tout changer. Là, il y a des différents thèmes qu'on a construits. Donc tu peux changer la police, évidemment la couleur des textes, le border radius, des angles, des missions. Donc vraiment, l'idée en fait, c'est qu'on n'ait pas l'impression de sortir du site de la marque. D'accord. Nous, le consommateur, il ne nous connaît pas. Tu n'as pas du tout besoin de créer un compte Loyoli, on est invisible et le but c'est d'être le plus invisible possible pour le consommateur final. Et donc une fois que tu as paramétré le branding de la page, tu vas pouvoir créer ton programme. Donc premièrement, il y a 3 étapes. Premièrement, la fidélité, donc transactionnelle, c'est-à-dire combien de points je donne par euro dépensé. Deuxièmement, le parrainage. Qu'est-ce que gagne le parrain? Qu'est-ce que gagne le filleul? Et ensuite, donc, les mécaniques que Loyoli propose. Donc tu vas aller un petit peu en fonction de tes objectifs, regarder est-ce que je veux demander à mes clients de s'abonner à ma page Instagram, de mettre un avis via JudgeMe, l'application d'avis que j'utilise sur mon site, avis Trustpilot, des photos, des vidéos. Donc tu vas vraiment piocher dans la bibliothèque de missions préconçues. Par exemple, si tu demandes un UGC, tu vas mettre des exemples, photos et vidéos, tu peux en mettre plusieurs, une description. Tu peux demander de récupérer les droits de propriété intellectuelle et d'auteur aussi. Donc, si tu coches la case de consommateur, lui aussi devra cocher une case de son côté. Donc, tu set up toutes tes missions. Ensuite, il faut mettre du coup des récompenses. Donc, tu as 2 types de récompenses. Les récompenses qu'on échange avec ces points. Code promo, bon d'achat, frais de livraison, produits offerts. Et ensuite, on a donc les paliers VIP. Donc ça, c'est bronze, argent, or. Peu importe, ça se personnalise. Et là, tu vas les indexer sur
le montant dépensé ou le nombre de points accumulés. Donc tu as un peu, voilà, il y a plein, on pourra rentrer dans les détails ensuite. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir lancer ton programme. Donc ça, c'est assez simple. Tu écris le nom de ta page, tu fais un clic et ça crée une page sur ton site. Ok. Et ensuite, le programme est live. Et après, évidemment, ce qui est important aussi, c'est de paramétrer la communication autour du programme. Donc, les branchements des flows Klaviyo, synchroniser les propriétés. Donc, c'est du plug and play. Hein, tu cliques, ça se connecte. Dès que tu connectes le Yoli et Klaviyo, les flows sont créés automatiquement. Okay. Donc, il y a juste à aller dans Klaviyo. Tu as déjà tous tes flows que tu peux personnaliser avec des variables événementielles, etc. Ensuite, ce qui est hyper important aussi, c'est d'aller activer toutes les extensions. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'avoir une page pour la fidélité. Tu peux avoir une page pour le parrainage vraiment dédié. Tu vas pouvoir mettre par exemple le nombre de points que l'utilisateur peut gagner sur les fiches produits. Tu as un produit à 100 €, 1 € égale 1 point, donc je gagne 100 points si j'achète ça. Okay. Et ensuite, l'extension dans le compte client, où l'utilisateur, dès qu'il se connecte, voit ses récompenses, les points, sa progression dans les paliers, etc. Et enfin, la partie checkout. Donc nous, on est connecté sur le checkout, ça c'est vraiment hyper puissant. Okay. Donc tu vas procéder à un paiement. Sur le checkout, tu peux faire deux choses. Premièrement, échanger, voir combien de points tu vas gagner si tu vas au bout de ta commande. Et deuxièmement, échanger directement les points que tu as déjà accumulés auparavant pour passer ta commande. Okay. Donc ça, c'est assez puissant parce que du coup, ça crée un gros taux d'utilisation des points et ça améliore aussi la conversion. Et après, tu as d'autres extensions sur la thank you page. Donc tu fais un achat, thank you page, parraine un ami. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça aussi à régler. Mais globalement, une fois que ça c'est fait, le programme est lancé. Et ensuite, tu as toute la partie dashboard pour analyser tes résultats, etc. J'ai plein de questions. Alors, peut-être la première, tu t'as mentionné Shopify et Klaviyo. Vous êtes connecté exclusivement à ce CMS et cet outil de mailing ou Non, on est connecté aussi à PrestaShop. Okay. Donc, Shopify, c'est quand même aujourd'hui 80% de nos clients. Oui. On a lancé PrestaShop cet été. Okay. Et au niveau des CRM, on a Klaviyo, on a Brevo, on a HubSpot, on a Insider. Et on est en train d'en rajouter un peu en fonction des besoins des prospects, des clients. Ok. Et du coup, donc là, tu nous as pas mal parlé de l'interface marque. Ouais. Côté user, comment ça se présente typiquement est-ce qu'il faut que je me crée un compte à un moment? Est-ce que ça se déclenche au premier achat? Est-ce que tu as une notion d'opt-in? C'est quoi un peu le... Tu vois, si je me mets dans la peau de l'utilisateur qui arrive sur une marque et cliente Loyoli, comment ça se passe Carrément. Donc, typiquement, tu as un petit peu deux scénarios, je dirais. Le premier, c'est que tu vois la page de feed ou dans ton compte client. Donc, tu te connectes à ton compte client comme d'habitude. Là, tu vois programme de fidélité à 100 pages. Clique, j'arrive sur la page dédiée. Donc, c'est une page dédiée. Hein. Okay. Exactement, ouais. Sur le site de la marque. Une fois que tu es connecté du coup à ton compte client, tu peux accéder vraiment à cette page dans l'entièreté. Donc, tu peux rentrer dans les missions. Donc, par exemple, je vois une mission créer une story sur Instagram. Je clique, ça s'ouvre. Et là, je vois des exemples de stories que je peux faire, les hashtags à utiliser, si je dois mentionner la marque, des indications un peu sur les guidelines pour créer le contenu. Et ensuite, je clique, je vais faire ma story. Et si je la fais en respectant les conditions de la marque, j'ai des points qui me sont attribués. Comment la marque check, par exemple, que la story est bien faite? Donc, il y a deux niveaux de validation. Tu as un niveau, on va dire, algorithmique. Okay. En fait, donc, l'utilisateur nous dit « Ok, je vais faire une story, cette story en particulier, cette mission en particulier. » Nous, on dit « Ok. » Donc, tous les jours, on va regarder son compte. Pas nous directement, mais les algorithmes. Ça, c'était avant. Et du coup, on va regarder ses stories jusqu'à ce qu'il y ait une story avec le bon hashtag, la bonne mention. D'accord. Donc, ça, c'est le premier niveau automatisé. Et ensuite, pour quand même veiller à la qualité du contenu, si je fais une photo de mes pieds alors que c'est pas ce qui était demandé, la marque va quand même pouvoir double-check. Donc, en fait, dans sa bibliothèque de contenu, parce qu'on centralise tous les contenus, même les stories, etc., ad vitam aeternam, et en fait, je vais pouvoir voir tous les contenus et du coup, les invalider ou les valider ou, en bulk ou un par un. Okay. Donc, elle a quand même un contrôle sur aussi... la qualité des contenus et pas donner des points à des gens qui jouent pas le jeu, mais en général ça se passe plutôt bien quand même. Et du coup côté marque, ça c'est ma curiosité, mais c'est qui généralement qui gère ça? C'est un CRM manager? Est-ce que c'est souvent est-ce que c'est leur prestat? C'est quoi leur Ouais, c'est une bonne question. Souvent c'est plutôt les CRM managers en lien avec le responsable ou la responsable e-commerce. Okay.
Et de plus en plus, maintenant, c'est aussi les agences qui utilisent Loyoli directement. D'accord. Donc, tu as une agence CRM, comme Email Club, par exemple, tu Ouais. peux en fait passer des certifications avec notre académie et du coup être en capacité de set-up tous les flows sur Klaviyo et aussi de gérer le programme au quotidien, de l'améliorer, etc. Trop bien. Mm. Et alors, tu parlais des pages, des missions à remplir, donc j'imagine que tu dois avoir quand même une notion de, je sais pas si on peut appeler ça du CRO, mais donner envie à la personne de cliquer. Ouais. Quelles sont les possibilités? Est-ce que tu as des pop-up? Est-ce que tu disais que tu avais quand même la main sur le design, le layout, etc. Comment une marque, alors c'est un peu précis ce que je pose comme question, mais peut vraiment, tu vois, rendre la page Ouais. sexy et orienter les utilisateurs vers ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, non, c'est une bonne question. Alors, nous, effectivement, il y a quand même toute une partie un petit peu templétisée qu'on propose de base. Mhm. Et après, ce qui est hyper cool, j'en ai pas parlé, mais tu peux aussi faire du custom CSS. Donc, il y a des marques qui font des trucs vraiment très, très poussés, Trop bien. où en fait, les missions, les encarts, etc., ça s'anime, ça bouge. Tu peux vraiment aller super loin dans la personnalisation pour que ton programme soit vraiment unique. Donc ça, du coup, c'est souvent les agences qui gèrent le site des marques qui vont proposer ce service-là aux marques pour vraiment avoir un programme qui est unique et du coup donner envie aux consommateurs de faire l'émission. Ok. Et donc après, oui, donc ça, c'est le premier scénario où en fait, en tant que consommateur, tu découvres la page par toi-même. Ouais. Mais ce qui se passe quand même assez régulièrement, c'est que tu vas faire un achat, ça génère un trigger sur Klaviyo, par exemple, qui va t'envoyer un email. Étienne, tu as gagné 50 points. Tu peux aussi, si tu veux, maintenant que tu as le produit, faire un avis Google, envoyer une story, envoyer un UGC. Tu peux timer, hein, bien sûr, donc que la personne ait pu utiliser le produit. Ouais. Et du coup, là, tu peux cliquer sur le bouton, le call to action dans l'email. Et là, tu arrives directement sur la mission ou tu arrives directement sur la page. Et donc, tu la découvres par ce biais-là aussi. Ok. D'où l'intérêt d'avoir, j'imagine, Ouais. une bonne synergie entre ton CRM Exactement. et ton programme de feed. Ok. Mm. C'est donc l'onboarding est self-service donc tu peux, moi demain je suis une marque, je peux m'onboarder tout seul sur Loyoli. Est-ce qu'il y a des aides qui sont fournies? Comment ça fonctionne tu vois, en termes de guidage sur les premiers pas typiquement sur Loyoli? Ouais, donc franchement, c'est vraiment hyper important de bien faire cette étape-là parce que souvent, en fait, les outils sont là pour être un outil, entre guillemets. Mais un programme de feed, franchement, ça se réfléchit quand même pas mal. Ouais. Donc nous, effectivement, on a très peu de clients qui s'onboardent comme ça en self-service. Ok. Tous nos clients, franchement, 99% passent par cette phase d'accompagnement avec nos account managers. Donc ça, c'est vous directement C'est nous qui le faisons. Okay. Ouais, exactement. Donc en fait, tu vois, par exemple, si demain on signe ensemble, tu as une réunion stratégique avec ton account manager. Là, on va repartir des objectifs que l'account exécutive a définis avec la marque, que ce soit sur le positionnement, les priorités au niveau des missions, le ROI attendu aussi. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a bien compris tout ça, on va prendre un export en fait, vraiment de la base client de la marque et on va l'analyser. Donc, on va les passer dans des modèles qu'on a construits en interne pour analyser les cohortes de réachat notamment. Et donc, une fois qu'on connaît le panier moyen, la marge brute de la marque et ses cohortes de réachat, on est capable de structurer vraiment un programme en fonction de ses objectifs et on leur donne la visibilité jusqu'au profit net. Parce que du coup, dans un programme de feed, tu donnes des récompenses et du coup, ça peut te coûter aussi. Il y a un coût quand même à prendre en compte. Donc, il faut que ça soit attractif pour l'utilisateur, mais aussi rentable pour la marque. Donc, tu vois, tu vas pouvoir nous dire dans le modèle, OK, cette récompense-là, ça me coûte tant. Le minimum d'achat pour l'utiliser, c'est tant. Donc, le revenu incrémental généré pour cette récompense-là, quand elle est utilisée, c'est de temps. Et une fois que tu as tes cohortes de réachat, tu structures tes paliers VIP, les montants dans chaque palier sont calculés automatiquement. Donc, tu n'es plus là en train de regarder sur le site du concurrent. Alors, lui, son palier Silver, c'est 200 €. Donc, moi, ça sera 200 € aussi. Tu vois, c'est vraiment basé sur tes clients. Et du coup, en fonction de ta stratégie, tu vas pouvoir choisir vraiment quelle récompense je donne à tel palier. Et du coup, combien ça me coûte, combien ça me rapporte, jusqu'au profit net. Donc, tu peux avoir des paliers déficitaires. Généralement, le palier le plus haut où tu offres des récompenses, des produits, des choses comme ça. Donc, ils ne génèrent pas un incrément tout de suite d'achat direct.
Là, sur le modèle, tu es déficitaire, mais dans la réalité, c'est un peu différent. Mais du coup, tu peux te rattraper avec les autres paliers. Mais au moins, tu sais très précisément te projeter là-dessus. Donc ça, c'est la première partie, structurer le programme de feed, qui est vraiment vital. Et ensuite, tu as la partie communication qui est là aussi vitale. Et si ces deux étapes-là sont bien réalisées, une fois que le programme est lancé, tu as peu de management à faire, à part pour des opérations spéciales, doubler les points pour le Black Friday, récupérer du contenu sur cette nouvelle collection-là, etc. Ok. Donc vous avez vraiment une phase d'accompagnement et de réflexion, en gros de setup, aussi bien sur le design du programme que sur la partie calcul de rentabilité, de profitabilité et puis PNL finalement qui est c'est ultra intéressant. Je ne savais pas que vous alliez à ce niveau d'accompagnement. Beaucoup de valeur à mon sens. Hein, mais, et du coup, alors tu as parlé un peu de chiffres, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous communiquez, mais si tu as des stats, tu vois, là vous commencez à avoir, enfin vous avez beaucoup de data sur vos clients. C'est quoi à peu près les ROI que tu peux attendre ou les 2-3 chiffres clés sur lesquels vous communiquez habituellement? Ouais. Donc nous, tu vois, par exemple, sur la phase de vente, en fait, le ROI, parfois on se prend un peu des sujets, on est un peu obsessionnel sur certains trucs. Donc le ROI, par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup creusé. Et en fait, donc, on a pris toutes les données de nos clients actuels. Et puis on les a passés dans des algos pour voir un petit peu comprendre les scénarios qui étaient possibles et d'après quels facteurs. Donc aujourd'hui, ce qu'on est capable de dire, par exemple, à un prospect, c'est que en fait, tu vas avoir deux types de paramètres qui vont, au-delà de la communication que tu fais autour du programme, influencer un scénario plutôt qu'un autre. Donc en gros, il y a 3 scénarios qu'on a identifiés. Du moins bon, enfin pas très bon, pas ouf, ok, et puis bien, en gros. Ils s'appellent comme ça, les scénarios? Non. Scénario pas ouf. C'est pas très vendeur, j'avoue, mais en gros, dans l'idée, c'est ça. Donc tu as ces 3 scénarios qu'on a identifiés, et en fait, on est capable de dire, en fonction donc, des 2 types de paramètres qui sont les unit economics et les intégrations techniques, quel est le scénario qui est le plus probable de se réaliser. Donc, si tu vois, j'ai des bons unit economics qui se prêtent bien à la fidélité, donc déjà un volume d'affaires qui est assez intéressant, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est un peu en vrai le point d'entrée. Tu peux commencer en dessous, ça dépend des marques, mais voilà, en général, avant les 1 million, tu es quand même très focus sur l'acquisition. Je pense que tu es d'accord avec ça. Ouais. même après 1 million. En fait, je pense que tu as surtout une notion j'imagine, de volume de base client qu'il faut pouvoir travailler pour que ce soit significatif. C'est ça. Si tu n'as personne à fidéliser, ça tombe à l'eau. Donc, le volume d'affaires. Après, tu as le taux de clients récurrents. Plus tu as un business qui est récurrent, plus le programme de feed va avoir un impact. Il y a des secteurs sur lesquels tu vois... je sais pas, cosmétiques, beauté ou autre, où il y a, par nature, tu as plus de repeat et donc ça marche mieux avec des programmes de feed. Exactement, bien sûr. Sur, en général, tous les business qui se prêtent au repeat, donc il faut déjà avoir une large gamme de produits qui sont qualitatifs, généralement du consommable ou voilà, des produits qui peuvent se cumuler, que ce soit la cosmétique ou de la SAP. Donc ça se prête très bien. Voilà, donc food supplements, skincare, tout ce qui est beauty, tout ce qui est fashion aussi, dans le sport aussi, pas mal. Plus dur, j'imagine, sur des pianos à 100 000 euros. Voilà, c'est ça, tu vois. Piano à 100 000 euros, c'est compliqué. Sauf peut-être des accessoires et encore. Sauf les accessoires et encore. Après, le parrainage, par contre, ça peut très bien marcher. Le parrainage, c'est un peu différent. Franchement, ça marche quasiment pour tout type de business. Donc voilà, le taux de clients récurrents, le chiffre d'affaires, la marge brute aussi. Donc là, voilà, en fonction des secteurs, des démarches qui sont plus ou moins intéressantes. C'est quoi un peu le plancher en dessous duquel en général, tu considères que c'est difficile parce que du coup ça va te coûter trop cher en gift? Une question, si c'est en dessous de 30%, c'est un peu chaud en vrai. Après, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas, mais en moyenne, nous, en général, tu vois, les clients qu'on accompagne, ils ont quand même des marges assez confortables, plutôt autour de 70%, soit 50, 60, 80%. Donc là, c'est hyper intéressant parce que tu peux te permettre d'être généreux. Il y a ton panier moyen aussi qui rentre en ligne de compte. Ça, pareil, vous avez un seuil ou des tendances par secteur
Panier moyen, en général, c'est autour de 100 à 200 euros, je dirais. Ok. Beaucoup ça concerne pas mal la fashion. Après, Sur un achat ou en... par achat, ouais. D'accord, ok. Par Donc achat. pas LTV, quoi. Non, vraiment, le panier moyen en ouais. tant que tel, ouais. Panier moyen en tant que tel, en général, ouais, c'est 100 à 200 euros sur de la fashion, parfois plus. Après, tout ce qui est cosmétique, c'est beaucoup moins. C'est Bien sûr. 30, 60 euros peut-être, un truc comme ça. Mais il y a ces deux catégories-là, je dirais, en termes de panier moyen. Et puis, donc ça, c'est à peu près tout pour la partie d'unit economics. Ouais. Donc ça, c'est à chaque fois, tu as des coefs, etc. sur chaque paramètre. Et puis ensuite, tu as la dimension technique. Donc en fait, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le programme il est visible? Donc est-ce qu'on est connecté au checkout? Est-ce qu'on est connecté au CRM? Est-ce qu'on est connecté à l'app de support client? Est-ce qu'on est connecté à WhatsApp? Est-ce qu'on est connecté à l'application d'abonnement, à l'application d'avis, aux réseaux sociaux? Donc plus on est intégré, plus il y a de valeur qui est créée forcément. Et donc tu vois, si on est intégré partout et que, je te donne un exemple, je fais 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un panier moyen à 150 euros, 45 ou même 35% de taux de clients récurrents et 70% de marge brute, là, ce que je peux espérer, c'est d'être sur le scénario plutôt meilleur. Ok. Et donc là, fidélité plus parrainage, ça peut aller jusqu'à 22% de contribution au revenu total après une année d'utilisation. Ok. Et après, si t'es sur le pire scénario, en gros, ça va être à peu près 6% de contribution au chiffre d'affaires global. Par exemple, si tu as peu de clients récurrents. Et après, le scénario moyen, tu vas plutôt autour des 10 à 15%. Et vous avez des clients où vous dites, où vos algos disent red flag, vous risquez de ne pas arriver à rentabiliser le produit ou pas? Ouais, exact. Ça arrive? Ouais, ça peut arriver assez rarement quand même, parce que sinon, on peut le savoir avant. Mais tu vois, par exemple, j'ai eu le cas là, cette semaine, je crois, avec... Il y a eu 2 autres paramètres que je n'ai pas évoqués, c'est aussi le taux de générosité. Donc, tu vois, par exemple, si tu as une marge brute qui est autour de 40%, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un taux de cashback, de générosité, d'en moyenne 10%. Donc, si tu fais plus, tu peux offrir 15%, 20% parfois, en fonction de ta strat. Et puis après, pareil, la récompense pour le parrainage, qui est calculée aussi en fonction de ton panier moyen de ta marge. Est-ce que tu vas donner plutôt 10 euros par un, 10 euros au filleul, 20 euros par un, 20 euros au filleul? Donc, on les conseille aussi sur ces paramètres-là déjà à ce stade. Et donc, par exemple, si tu vois, il y a des marques de fashion qui vont me dire 10% de taux de cashback, moi, en fait, je veux pas donner de récompense, tu vois. Ils m'ont dit, ok, juste si tu te connectes demain sur le dashboard et que le chiffre d'affaires généré par l'OI est égal à 0 en attribution directe, c'est normal. Parce que du coup, tu vois, les clients vont pas avoir de code à utiliser. Donc, en fait, tu vas pas avoir de chiffre d'affaires tout de suite visible sur la plateforme. Même si tu regardes tes cohortes, etc., que tu peux aussi voir sur Loyoli, tu verras qu'il y a la LTV qui grossit quand même. Mais donc, du coup, dans ces cas-là, le modèle, il faut un peu le réadapter, le twister pour la stratégie, l'intensité promotionnelle de chaque marque. C'est intéressant parce qu'on a exactement les mêmes discussions avec nos clients, Ah mais dans l'autre sens. C'est vrai, Ouais. nous, on score aussi les clients, les marques avec lesquelles on bosse. Donc, on a quasiment que des e-commerçants, on doit être à 95%, je pense, de marques e-commerce. Et on score initialement sur plusieurs critères, mais tu vois, le potentiel en gros de développement de la marque et de scale, ce qui nous permet nous de savoir si oui ou non on travaille avec elle, et surtout derrière de savoir où on met un peu le poids du corps et ce qu'on est en capacité de faire en ads, en acquisition. Et les unit economics, c'est vraiment au cœur des discussions parce qu'une marque qui a 70% de marge brute et qui cherche, tu vois, à juste je sais pas, à dégager 10% de profit et qui n'a pas forcément des gros OPEX, derrière, tu vois, tu as quand même une manne dans laquelle tu peux taper qui est assez conséquente pour de l'acquisition, donc en étant assez agressif, en dégradant un peu les coûts d'acquisition, etc. Et au-delà de l'acquisition, tu peux aussi prendre dans cette manne marketing une partie que tu mets, par exemple, en code promo, où tu as un moins 10%, moins 15% sur une offre, ce genre de choses. Donc, in fine, c'est un peu des vases communicants, mais c'est intéressant. On retombe finalement sur les mêmes. Ça me rassure. On retombe sur les mêmes, les mêmes constats. C'est que si ta marge brute est trop basse, ça le fait pas. Ton paiement est trop bas, ça le fait pas. Si t'as pas de repeat, ça marche pas. C'est un peu les basiques finalement du e-com. Ok, donc setup assez clair. Ça prend combien de temps à peu près toute la phase entre le moment où tu démarres
Et le moment où ça tourne et il faut faire un peu de maintenance, mais tu vois, le gros est passé dans les grandes lignes en moyenne. Tu vois. En gros, c'est à peu près un mois. Un mois, Ouais. ok. Ça va. Il faut vraiment bien faire les choses. Non, franchement, en fait, niveau technique, c'est très très rapide. Ok. Tu cliques sur des boutons, ça se connecte à Shopify, à Klaviyo. On essaie d'optimiser à fond cette partie-là parce que c'est pas là où tu vois, on a envie que nos clients passent du temps. Mais là où ça prend vraiment du temps, c'est la partie stratégie et communication. Ouais. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Alors, j'ai une question sur la segmentation. Ouais. Gros sujet, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Bronze, argent, bronze, silver, gold, segmentation VIP. Il y a pas mal de manières de segmenter sa base. Je pense même quand tu parlais de cohorte, donc tu as tout ce qui est, je ne sais pas dans l'état, mais tout ce qui est RFM, etc. Enfin, bref, c'est quoi, vous, votre politique là-dessus, ou c'est quoi votre reco en termes de segmentation? Est-ce qu'il y a un truc que vous appliquez, que vous conseillez à vos clients? Nous, en fait, on va beaucoup s'appuyer quand même sur ce qui est déjà fait par le CRM. D'accord. Au niveau de la segmentation. Okay. Donc en fait, on va un petit peu plus laisser la main au CRM sur cette partie-là. D'accord. Mais par contre, le programme de feed, c'est hyper intéressant pour justement améliorer, enrichir ses données clients avec soit des opt-in, soit des données comportementales sur les achats, les sources d'achats, etc. que nous, on connaît. Ou encore des données tiers comme celles des réseaux sociaux. Okay. Donc ça, c'est 3 types de données que du coup, on va pouvoir pousser dans le CRM. Et après, en général, les marques font leur segmentation dans le CRM directement. Donc ça, c'est ce qui se passe. Dans les réseaux sociaux, du coup, quel type de données Nombre d'abonnés, taux d'engagement. Ok. Ouais. Donc du coup, ça, c'est assez cool parce que en fait, sur les dashboards, tu peux voir, ok, j'ai 200 clients qui ont plus de 10 000 abonnés. Et tu vois qui c'est, leurs achats, leurs récompenses, etc. Intéressant. C'est plutôt cool. C'est un peu une spécificité aussi de l'approche. Tu peux presque faire de la micro-influence du coup. Carrément. Ok. C'est ça, tu peux facilement identifier des nano-micro-influenceurs. Et ça, ce sera un segment du coup que tu appellerais, je sais pas, top influenceur ou top profil Insta. Exactement. Okay. C'est ça. Donc ça, après, tu vois, tu peux très bien, en fait, cette data est déjà synchronisée avec le CRM. Donc après, dans ton CRM à toi, avec ton Klaviyo, tout ce que tu as déjà de ton côté, tu peux te servir des données issues du programme de feed pour faire tout ça. Et après, on a quand même, donc là, c'est vraiment un sujet d'actualité pour nous. Okay. En fait, on est en train de construire toute une partie automation où tu vas pouvoir vraiment personnaliser en fonction du comportement des clients quelle mission et quelle récompense tu vas leur donner. Okay. Parce qu'en fait, pour nous, un des gros problèmes aussi sur les programmes de feed, c'est qu'ils sont pas trop personnalisés. C'est-à-dire que tu as un peu un modèle one size fits all. C'est-à-dire que toi et moi, si on est sur le même programme, on a les mêmes missions et les mêmes récompenses. Pourtant, on n'habite pas au même endroit, on n'a peut-être pas les mêmes préférences d'achat et ainsi de suite. Donc ce que nous, on est en train de construire, et du coup, il y a un lien quand même avec la segmentation, c'est que tu as par exemple une automation où quelqu'un achète un produit d'une collection en particulier et donc tu vas pouvoir lui attribuer plus de points parce que sur cette collection, tu donnes plus de points. Par exemple, si je fais un achat au studio de la Belle Boucle à Lyon, en fait, 1 heure plus tard, je peux recevoir un SMS qui me propose de mettre un avis Google sur le studio de Lyon parce que je viens de faire un achat, tu vois. Quand toi, tu n'auras pas cette mission-là. Si demain, j'ai pas acheté, ma segmentation RFM me met dans une catégorie un peu à risque de churn, là, hop, tu peux recevoir un reward spécifique pour rappeler aux consommateurs et d'inciter à rester client chez la marque. Okay. Donc ça, c'est toute cette partie-là qu'on est en train de construire actuellement. Automatisé du coup. Ouais, c'est ça. Tu peux faire des workflows. En fait, tu crées c'est un peu comme du Klaviyo, du HubSpot ou autre, un système de workflow en fait, où tu vas pouvoir effectivement trouver un déclencheur, filtre, conditions, actions et tout ça. Okay. Donc ça, c'est très cool. Et du coup, dans ce cadre-là, tu as de la segmentation aussi. Donc on fait un peu un mix. C'est en cours de construction, mais entre
la segmentation RFM, du machine learning aussi, pour taguer et segmenter les clients. Et du coup, par exemple, si, comme tu l'évoquais très justement, tu as un client qui fait plein de missions sur Insta, qui a des abonnés sympas et tout ça, le jour où nous, on le détecte, il rentre dans le segment client ambassadeur, par exemple. Et donc là, automatiquement, tu vas le shooter une mission qui sera visible que par lui ou que par ce segment en particulier. Ok, super intéressant. Est-ce que tu as peut-être un ou deux use cases à nous partager sur des marques une marque ou plusieurs marques qui sont clients Loyoli et qui ont fait des trucs cool, quelque chose qui vous a surpris ou d'assez innovant, qui sort un peu du cadre de ce qu'on peut voir habituellement? Ouais. Donc un exemple que je prends assez souvent parce que ça coche un peu toutes les cases de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est celui de La Belle Boucle. Donc, c'est une marque qui a commencé en ligne, très communautaire, gros repeat, et qui ouvre pas mal de boutiques, qui est maintenant omnicanal. Et en fait, dans ce cadre-là, on a vraiment réussi à créer un use case très sympa parce qu'on a intégré à tous ses points de contact. Donc, on a intégré à son Shopify Plus, donc à son site web, à tous ses points de vente, à son CRM, à son support client, à ses solutions d'avis, à ses solutions WhatsApp. Et l'intégration, point de vente, ça c'est quelque chose de custom ou ça passe via Shopify Alors, en l'occurrence, c'est Shopify POS auquel on a intégré. Et là, on est en train de développer d'autres intégrations avec d'autres acteurs. Ok, trop bien. Donc il y aura une brique potentiellement. Enfin, il y a une brique. Ouais, totalement. Ok, trop exactement. Ouais, donc le but, effectivement, en fait, c'est. Je pense que tu vois ça pas mal aussi de ton côté, mais tu as soit des DNVB qui ouvrent des boutiques, soit des retailers qui ouvrent un site de e-commerce. Donc les deux mondes se rejoignent aujourd'hui. L'omnicanalité. Voilà, la fameuse. Donc, ok, intéressant. Donc eux, par exemple, une fois qu'on a dit ça, déjà le setup est vraiment pas mal. Ils ont beaucoup de missions autour de la preuve sociale, faire des stories, faire des posts, des TikTok, envoyer de l'UGC. Donc ils ont récupéré beaucoup de contenu. Ils ont, je crois, en un an récupéré autour de 15 000 avis sur leur site, sur Google, sur Trustpilot. Via Loyoli, du coup. Via Loyoli, ouais. Énorme. Après, tu vas avoir plein d'opt-in aussi qui ont été synchronisés, que ce soit sur de l'email, du numéro de mobile, du WhatsApp. Ils font aussi, je crois, des enquêtes un petit peu pour, co-créer leurs produits. Donc, tu fais tourner un Typeform à tes clients et dès que tes clients complètent le Typeform, ils gagnent des points. Donc, tu as bien évidemment beaucoup de gens qui complètent le Typeform. Donc, tu as de la donnée assez intéressante à exploiter derrière. Donc, au niveau des mécaniques, ils utilisent beaucoup tous les éventails que nous on propose, donc je trouve que c'est un use case intéressant. Après, tu as des paliers VIP assez bien structurés avec de l'expérientiel, donc tu vois, notamment sur les derniers paliers, offrir, ils ont des studios aussi, donc où tu peux aller vraiment te faire couper les cheveux, pas toi du coup, mais ni moi, mais peut-être nos copines. Et du coup, tu peux avoir une séance un cours de beauté, comment bien prendre soin, un atelier en fait offert. Tu peux être physique, tu es invité à des événements, tu as accès en avant-première aux produits qui vont sortir, tu peux tester des produits gratuitement, etc. Donc ça, la partie expérientielle est assez intéressante aussi chez eux. Et donc, au-delà de tout ce que j'ai évoqué sur le ROI concernant les opt-in, les UGC, etc., au niveau d'un point de vue financier, c'est quand même assez intéressant parce que après un an, tu as plus de 20% du chiffre d'affaires qui est attribué à Loyoli, donc attribution vraiment directe. Énorme. Donc c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Sans compter tous les effets positifs, je trouve pas le terme, mais, c'est ça, mais les effets collatéraux, en gros, du fait d'avoir une grosse communauté, d'avoir de la preuve sociale, d'avoir du contenu sur les réseaux Exactement. qui c'est un cercle vertueux, tu vois, qui contribue à l'acquisition, au rayonnement de la marque, à sa notoriété, etc. Exactement, trop cool. Donc eux, pour le coup, bon use case de comment exploiter l'outil à son maximum, en tout cas de manière assez profonde. Alors il y a une question que je voulais te poser tout à l'heure, je te l'ai pas posée parce que tu en as un peu parlé en fil rouge tout au long du podcast, c'est notamment les axes de différenciation par rapport aux autres concurrents, sans forcément les nommer, c'est pas l'objectif, mais il y en a un qui se distingue clairement, c'est cet aspect très communauté, user first et pas que sur du reward financier, transactionnel.
J'imagine que c'est une question qu'on vous pose souvent. Ouais, carrément. C'est quoi un peu les axes différenciants si tu devais les nommer? Donc ouais, tu as cette partie autour de l'approche, Ouais. parce qu'il y a certaines plateformes qui existent, qui sont pas mal franchement, mais tu vois, tu peux aussi t'abonner à Instagram, sauf qu'en fait, c'est pas vérifié. Donc nous, il y a une grosse partie tech quand même derrière où toutes les missions sont vérifiées. Tu as accès t'as tous les UGC que tu as générés. Tu sais combien tu as gagné d'abonnés, combien tu as gagné d'avis. Tu peux aussi faire le lien au niveau des dashboards, qui sont peut-être du coup le deuxième point de différenciation lié au premier. Très complet parce que tu peux voir tes cohortes de clients et aussi de l'impact, de l'engagement avec la LTV. Donc aujourd'hui, on est capable de dire avec les données qu'on a qu'il y a une corrélation positive entre le nombre de missions réalisées par un utilisateur et sa LTV, son repeat, etc. Donc on voit que les deux influent l'un l'autre et on le montre clairement aux marques. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, tu as la partie expérientielle. Donc en fait, toutes les intégrations qu'on a, c'est vraiment d'être toujours au courant des dernières nouveautés. On a un accès un peu privilégié avec Klaviyo, où on a accès à leurs API en bêta. Trop bien. On s'entend hyper bien avec les équipes, les produits sont très très bien intégrés. Donc on essaie toujours d'être vraiment on top à chaque fois qu'il y a des nouveautés offertes par les API des uns et des autres. Donc ça, c'est assez apprécié du coup. Et puis du coup, il y a cette nouvelle brique sur laquelle on travaille en ce moment, qui est aussi très différenciante pour le coup, parce que ce que j'ai évoqué sur la brique un peu automation, avec l'exemple où j'achète quelque chose à Lyon, j'ai une mission qui m'est proposée particulière par rapport à cet événement, ça du coup c'est quand même très lié au premier point de différenciation. Et là-dessus, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est d'ajouter bien évidemment du machine learning et de l'IA pour pouvoir automatiser le plus possible de choses, suggérer, tu vois, des workflows, des templates de workflow par rapport au comportement des clients, par rapport à des benchmarks, etc. Donc en fait, pour résumer, je dirais que sur la partie technique, tu as cette première différence sur l'approche produit, la vision produit, qui crée un effet boule de neige avec plein d'autres facteurs différenciateurs qui en découlent parce que comme on a plus de données, tu peux faire plus de choses, juste de résumer. Okay. Et après, sur la partie accompagnement, pour des marques françaises, évidemment, on a une solution made in France, on est quand même hyper accessible. Je suis très souvent sur des calls clients. Tu peux avoir accès à notre CPO très rapidement dès que tu as un problème. On est là, donc cette proximité aussi est assez intéressante. Et la méthode sur l'accompagnement aussi, qui fait quand même pas mal les différences aussi. Super clair. Si on revient un petit peu sur la partie... alors ça, c'est plus de la curiosité... tu me fais peur. Professionnelle, mais sur la partie ads, moi je vois énormément de synergies. Déjà, toi, est-ce que tu en observes des synergies avec les ads, par exemple l'acquisition et ce que vous faites chez Loyoli? Bien sûr. On parlait tout à l'heure d'offrir, de mettre en place des incentives, que ce soit à l'acquisition ou à la rétention. Et donc, tu vois, par exemple, une marque qui va être assez agressive sur la partie acquisition, elle a d'autant plus besoin derrière de pouvoir rentabiliser ses clients. Donc en fait, si tu as une bonne rétention qui est drivée par plein de choses, mais aussi par le programme de fidélité, tu peux te permettre de bider plus haut sur Meta et compagnie. Donc ça, c'est la première synergie un peu d'un point de vue PNL, canaux d'acquisition, stratégie, que je vois qui est assez intéressante. Parce que les deux communiquent l'un et l'autre. Les commerçants regardent tous leur ratio LTV sur CAC. Donc en fait, si tu arrives à être très bon sur la LTV, tu peux te permettre d'être plus agressif au CAC et donc d'aller chercher beaucoup plus de clients. Donc ça, c'est évidemment la première chose que je vois. En sachant qu'il y a des coûts incompressibles sur l'acquisition, donc tu as tout intérêt à travailler ton funnel ta rétention pour que tu puisses augmenter tes coûts d'acquisition, sinon tu risques d'être perdant dans tous les cas, quoi. Ouais, dans tous les cas, c'est un peu t'es obligé. Et après, d'un point de vue plus technique, tu vas avoir évidemment la partie UGC qui est hyper intéressante parce que en fait, les UGC, si la marque l'a décidé, elle a les droits dessus. Donc elle peut, tu vois, te donner accès à son back-office Loyoli et te dire, vas-y, va chercher... prends les UGC que tu as envie d'utiliser, que tu penses être pertinent pour tes campagnes d'acquisition. Donc tu peux, tu vois, par exemple... ça, je donne un petit tip, ce que j'aime bien, même sans parler forcément que de Loyoli, mais si vous voulez collecter
des testimonies vidéo. Enfin, il y a plein de façons de le faire, hein, mais un des trucs qui peut marcher assez facilement, c'est de demander à ses clients d'envoyer une vidéo en posant une question. Je lui dis réponds à la question suivante. Quelles sont d'après toi les deux choses qui t'ont donné envie d'acheter la marque, tu vois. Donc là, tu as plein de clients qui disent moi, c'est pour, je sais pas, la qualité des produits, l'effet sur ma peau, pour le style, pour l'engagement éco-responsable, etc. Donc, tu as un medley en fait de plein de vidéos de tes vrais clients très authentiques. Et après, derrière, tu peux en faire ce que tu veux. Tu les montes, tu mets une petite musique derrière. Et tu fais un mashup et... Voilà. Trop bien. Donc ça, c'est un use case, ouais. Et tu parlais de droit d'auteur, donc par défaut, est-ce qu'il y a un truc, tu as une charte ou quelque chose qui est signé par justement les clients des marques en disant c'est libre de droit ou pas particulièrement? Si, ouais. Donc en fait, comment ça se présente quand une marque demande par exemple une mission vidéo, elle va donc pouvoir décider si elle souhaite récupérer les droits ou pas. C'est pas obligatoire. Si elle le décide, côté utilisateur, quand il est sur la mission, il va avoir une case à cocher avec les mentions légales et un lien cliquable vers les conditions vraiment de la marque. Donc avec vraiment tout qui est bien cadré au niveau de la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, etc. Donc quand l'utilisateur coche la case, la marque a vraiment tous les droits, dans la mesure du raisonnable, sur les contenus. Trop bien, ça, on va remplacer la création IGC payante. Non, blague à part, c'est super intéressant. Et je pense qu'en plus, nous, on le voit dans les ads, t'as beau avoir le meilleur ou la meilleure créatrice UGC, meilleur créateur ou meilleure créatrice UGC, il y en a qui sont très bons, mais rien n'égale un contenu authentique. Tu vois. C'est vrai. On a vraiment des surprises en ads parfois où on va chercher du contenu organique, du contenu UGC, du vrai contenu UGC, tu vois, pas du contenu scripté. Par exemple, avec des petites séquences d'emails, des incentives. On essaye on a certaines marques qui mettent des petits QR codes dans leurs produits. Il y a des trucs comme ça. Et en fait, on se rend compte que déjà, ça te permet d'avoir du retour client immédiat, de la preuve sociale que tu peux poster en organique. Mais en ads, on a eu des trucs, tu vois, zéro scripté, tourné à l'iPhone, pas forcément très esthétique visuellement, et pour autant qui sortaient des perfs qui sont incroyables parce que c'est authentique en fait. Donc si tu touches la bonne personne avec un contenu qui est authentique et que les arguments sont bons, potentiellement ça marche très bien. Ce serait quoi toi un peu tes tips pour justement avoir des bons UGC avec tes clients, parce que c'est vrai que c'est un peu... C'est une bonne question. Moi je dirais, je pense que le premier c'est vraiment que ce soit authentique en numéro 1, que ce soit, je dirais pas le moins scripté, ça peut être orienté, tu vois, en posant une question pour que ce soit pas non plus décousu et que ça parte dans tous les sens. Et après, je pense que ce qui fait la force d'un UGC pour moi, c'est que la personne qui enregistre la vidéo représente l'avatar. Tu vois, on a vraiment des résultats du simple au triple, voire au quadruple. C'est le même script, le même setup. La seule chose qui varie, c'est la personne. Et du coup, si la personne match à l'avatar, typiquement si c'est des produits pour des femmes de 45, 50 et plus, mais que tu as quelqu'un de 20 ans, tu as beau avoir le meilleur script du monde, mais en témoignage, ça ne marchera pas. Tu vois. Donc je pense ça, c'est vraiment, je dirais, authenticité et que l'utilisateur se retrouve dans l'avatar. Voilà. Mais en tout cas, je vais aller creuser du côté de nos clients qui ont Loyoli pour choper plus d'UGC. Ultra intéressant. On n'a pas trop parlé non plus des dashboards. Donc j'imagine que, tu en parlais tout à l'heure, hein, tu peux remonter certaines données, tu peux voir le nombre d'UGC que tu as eu, le nombre de posts, ce genre de choses. C'est quoi dans la brique analytique, qu'est-ce qu'elle englobe, qu'est-ce qu'elle permet? Donc effectivement, il y a toute cette partie analyse des missions et corrélation avec l'engagement et la LTV. Ensuite, tu vas avoir une partie vraiment rétention au global. Donc, tu as des cohortes. Tu as des graphes sur les délais de réachat entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, et ainsi de suite. Ça, c'est très, très cool. Tu vas avoir des graphes sur les comportements aussi. Où, en fait, tu peux voir en entrée, est-ce que c'est un utilisateur qui vient sans promo, avec une promo liée au parrainage, ou une autre promo. Et tu vois un petit peu... un peu comme tu vois sur Google Analytics sur ton site, un funnel, en fait, un parcours où tu peux voir, ok, est-ce qu'en fait
Ceux qui arrivent par le parrainage, ils sont très promophiles ou pas forcément. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc une partie rétention. Après, tu as la partie loyalty en tant que telle. Donc là, tu vas avoir évidemment le chiffre d'affaires généré par le programme, le taux de participation, le taux d'utilisation des points. Tu as des indicateurs pour te dire si tu es plutôt bon ou pas bon par rapport à ton industrie, ton benchmark. Donc tu peux très rapidement en fait juger déjà de savoir si tu es dans la bonne direction. Ça, c'est basé sur votre set de data client Loyali, ok. Exactement. Et donc tu vois voilà, le taux d'utilisation des points, taux d'utilisation des récompenses aussi. Ok. Et du coup, in fine, le CA généré. Tu vois aussi la différence entre tes invités, donc ceux qui n'ont pas de compte client qui passent des commandes, tes clients fidèles ou tes clients abonnés si tu as une app d'abonnement comme Recharge. Okay. Et tu vois en fait sur chaque type la LTV, le taux de réachat, etc. Donc ça te permet vraiment de comparer et tu vois que évidemment les clients fidèles ils ont une LTV qui est bien supérieure aux autres. Donc ça c'est assez cool. Après, tu as toute une partie sur les paliers VIP. Il y a beaucoup de trucs. Ouais. J'essaie de visualiser. Ouais, c'est un peu... Donc, tu as les paliers VIP, la progression entre les paliers, les récompenses utilisées par palier, etc. Le parrainage, donc la conversion, le chiffre d'affaires généré, le taux de participation, le taux de nouveaux clients issus du parrainage. Et c'est à peu près tout. Si tu as une vidéo démo ou autre, tu me diras, je la mettre au montage pour que... Non, c'est super intéressant. Beaucoup de data. Il y a un point sur lequel, particulièrement, moi, ça m'intéresse, c'est les cohortes. Ouais. Nous, c'est un gros sujet en acquisition parce que forcément, toute acquisition ne se vaut pas. Tu as la vision globale de oui, ton repeat est de X et ta LTV moyenne est de Y. Mais on sait que, par exemple, sur une marque qui vend de la cosmétique, pour prendre un exemple, quand tu rentres par une crème de jour qui en fait a une durée de vie de 2 mois et que tous les 2 mois si en fait t'aimes bien la marque tu peux racheter, ton rentabilité premier achat sera pas bonne mais par contre ta LTV sera bonne. À l'inverse, on sait que sur d'autres produits où typiquement ça a une durée de vie qui est plutôt de 1 an, c'est le ratio qui est inverse et nous c'est vraiment ça, c'est tout l'enjeu, c'est de se dire qu'est-ce qui est un bon produit d'appel, qu'est-ce qui n'en est pas un et sur quoi on met le poids du corps. Dans les cohortes que vous avez, à quel niveau de granularité tu peux aller? Est-ce que tu peux filtrer par produit? Est-ce que tu peux filtrer par point d'entrée? C'est quoi ou même globalement, quelle est toi ton approche là-dessus? Ouais, bonne question. Alors nous, les cohortes aujourd'hui, c'est donc basé vraiment sur le timing d'achat. D'accord. Donc tu vas avoir l'analyse du taux de rétention, le panier moyen, le montant dépensé. Okay. Donc tu choisis, en fait, tu sélectes un des 3 indicateurs que j'ai évoqués. Tu vois les cohortes bouger, mais c'est lié au timing. D'accord. Et effectivement, par produit, ce serait intéressant. Ouais. Nous, on ne trouve pas d'outil qui le fait. Ah ouais si jamais vous voulez développer cette feature, on est pas preneur dans l'oreille d'un sourd. Parce que c'est quand même... en fait, nous, on est assez limité justement. Bref, ça, c'est très, très lié à notre métier, tu vois, mais sur ce niveau de finesse, en se disant, est-ce qu'on investit beaucoup sur le bon produit parce que derrière, il y a une LTV qui est bonne. C'est intéressant, ça. Ok, bon, je referme la parenthèse. Ads, ça pourrait durer des heures, mais très intéressant. Et question un peu plus large, mais c'est intéressant aussi d'avoir ton avis. À quel type de marque tu recommanderais de mettre en place un programme de feed? Est-ce qu'il y en a où tu ne recommandes pas du tout? Est-ce que tous les types de marques? Curieux d'avoir ton avis là-dessus. Donc, un programme de fidélité, de manière générale, donc il y a vraiment les prérequis. Il faut que la marque elle ait plusieurs produits, ça soit un business de repeat, avec des produits qui s'achètent assez régulièrement. Ça, c'est vraiment un prérequis, même s'il y a des façons un petit peu détournées de le faire. Je fais un peu une parenthèse, mais par exemple, si tu es une marque comme Magimix, tu peux très bien offrir par exemple, donc dès que ton client achète quelque chose, en fait, ça va être quand même assez limité en termes de réachat. Et donc, ce que tu peux faire, c'est lui dire, OK, si tu fais des stories, etc., tu gagnes des points. Et ces points-là te permettent d'avoir soit des récompenses, soit des cartes type la carte française, l'équivalent français d'Amazon. Donc, tu peux offrir d'autres incentives pour avoir un programme de fidélité, mais tu vois, où tu sais que l'objectif, c'est pas forcément que tes clients vont réacheter tes produits à toi tout de suite derrière. Donc ça, c'est un cas très particulier, mais c'est intéressant de l'évoquer. Mais sinon, de manière générale, je pense que dès que tu as plus d'1 million d'euros de CA, donc une base client existante et saine,
et que tu as un business de repeat, le programme de fidélité, en fait, c'est plus du tout une option aujourd'hui parce que avec la concurrence aussi qui explose, les attentes des consommateurs, en fait, aujourd'hui, c'est un peu un standard, en fait. Donc, c'est une attente vraiment aussi des clients qui sont de plus en plus habitués. Ouais. Ok. Une marque qui se lance qui se dit ok, je coche décidément, je coche les cases. J'ai un business de repeat, je fais 1-2 millions CA, 3, peu importe. Je veux mettre en place un programme de feed. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire avec ou sans Loyoli et surtout, quelles sont un peu les erreurs que tu lui conseillerais d'éviter ou que tu vois souvent? La première erreur que j'essaierai d'éviter, c'est de regarder ce que font les concurrents et de faire exactement pareil. Okay. C'est important de faire un benchmark, évidemment, mais il faut aussi pouvoir se différencier. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Merci. Après, évidemment, c'est se lancer un petit peu tête baissée sans trop prendre le temps de réfléchir à la strat, de réfléchir à comment on va structurer le programme, des objectifs évidemment qui vont avec ça. Est-ce que je veux augmenter mon panier moyen? Est-ce que c'est la LTV au global? Est-ce que c'est le réachat? Est-ce que c'est augmenter le nombre de clients qui ont un abonnement auprès de ma marque? Est-ce que c'est faire de mes clients des ambassadeurs? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Donc évidemment, définir les bons objectifs, c'est la base de la base. Et donc si on fait mal ces trucs-là, c'est vrai qu'en général, le programme va être un petit peu va être là, mais il va être un petit peu laissé à l'abandon, en mode on a fait un programme de feed parce que tu vois, nos concurrents font des programmes de feed. Après, te dire combien ça me rapporte, j'en sais rien. Nous, on a souvent, tu vois, des marques qui sont dans cette situation-là. Donc c'est un vrai projet à prendre à bras le corps, quoi. Ouais, exactement. Ouais, en tout cas, si tu le fais tant qu'à faire, fais-le bien, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Est-ce que tu as un exemple type de programme de feed qui marche, tu vois, dans 80% des cas pour une marque, je sais pas, par exemple fashion, tu vois, ou un secteur qui revient beaucoup, assez facile à retenir, ou un truc tu vois, basique? Ouais, donc le programme de feed le plus quick win, tu vois, qui peut être mis en place, c'est simplement un système de palier VIP. Okay. Ça, par exemple, on a des clients qui sont un peu plus premium, / luxe, tu vois, qui ne veulent pas forcément avoir de notion de points, de mission, de gamification. Ça ne correspond pas trop à l'ADN de la marque, mais aussi c'est très rapide à mettre en place. Donc tu peux tout simplement créer des paliers VIP une fois que tu as analysé ta base client. Et donc ça, c'est assez rapide à mettre en place, basé sur le montant dépensé. Et, sur une année, par exemple ou... Ouais, c'est ça. Tu prends tes clients qui sont déjà clients depuis plus d'1 an. Et l'historique tu vois, d'achat d'1 an de ces clients-là. Et du coup, tu peux un peu mieux bien segmenter en fait tes paliers VIP. Et donc ça, en fait, tu peux très bien imaginer avoir un programme de feed où en fait, c'est que des paliers VIP basés sur le montant dépensé et qui te donnent accès à des récompenses, des expériences plus ou moins intéressantes. Donc c'est hyper facile à faire. Il y en a qui le font sur Klaviyo. Perso, je le recommande pas. Non pas, déjà, ça m'arrange pas, pour être honnête. Mais en plus, parce que c'est vraiment une usine à gaz, tu peux pas faire expirer tes points. Donc, tu vois, derrière, tu as des clients avec des millions de points un peu perdus dans la nature. Donc, tu n'as pas de mécanisme d'expiration. C'est un peu une usine à gaz derrière. C'est pas pensé pour ça en premier lieu. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, mais après, tu peux le tester dans un premier temps. Rien n'empêche de le tester comme ça. Donc ce serait ça, je pense, Marocco, un programme juste VIP pour, avec différents niveaux. Avec différents niveaux, sans forcément même de notion de points, tu vois. Et c'est quoi la dénomination classique? C'est bronze, silver, gold Ouais, en général, c'est ça. Après, voilà, c'est pas mal de se poser 2 minutes pour réfléchir à des idées sympas, tu vois. Je sais pas pourquoi, instantanément, ça m'a fait penser au programme de fidélité de Air France. Ouais. Que je trouve. Alors, j'étais à l'époque où j'habitais en Irlande, gros utilisateur d'Air France parce que je faisais beaucoup de voyages aller-retour entre Paris et Dublin. Et Air France desservait bien ça. Je m'excuse pour mon empreinte carbone passée. Mais du coup, pendant un moment, j'avais été. T'as Flying Blue et t'as Flying Blue Silver, je crois. Et c'est con, mais ça te donne quand même T'as des petits accès qui sont... Je crois que j'avais pas encore celui qui me permettait d'avoir le lounge. Donc j'avais quand même payé 50 balles, ça c'était chiant. Mais par contre, j'avais priority boarding, j'avais 2-3 trucs qui étaient assez cool, tu vois. Et je pense que ce sentiment un peu
d'exclusivité, tu vois, il est quand même, pour des personnes qui sont déjà clientes et qui ont beaucoup dépensé, je trouve que c'est un reward qui t'incite à continuer, etc. Et Complètement. sans pour autant avoir un côté un peu promotionnel, cheap, etc. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser, vous, donc très e-commerce, vous bossez avec des marques qui ne sont pas des e-commerçants ou c'est focus e-com retail? Nous, ouais, e-com retail, ouais. Ok. Notre porte d'entrée, c'est le e-commerce, mais ouais, on a beaucoup de clients qui ont des points de vente physiques. Ouais. Ok. Il y a une volonté à terme d'aller sur d'autres industries ou pas particulièrement? Ouais, nous, e-commerce et retail, voilà, les deux mondes se rejoignent de plus en plus. Ouais. Donc nous, c'est ça un peu le sweet spot, tu vois. Soit des DNVB qui se lancent dans l'omnicanalité, soit des retailers qui se lancent dans le e-commerce, enfin qui essaient de développer cette partie-là en tout cas. Et nous, voilà, le focus, c'est sur cette partie un peu upper SMBs et mid-market, qui est un segment qui est en forte croissance, et sur lesquels, en fait, tu as soit des solutions trop basiques, soit des solutions un peu legacy. Tu peux aller très loin dans de la complexité de la segmentation, mais lui, elle n'est pas ouf. Et c'est très lourd à mettre en place. Donc, nous, on essaie un peu de avoir le meilleur de ces deux mondes-là, spécifiquement pour ce segment-là. Et du coup, in fine, il y en a beaucoup qui ont à la fois un site d'e-commerce et des boutiques. Ouais. Ok. Vous avez, on n'en a pas beaucoup parlé et on a déjà quand même bien couvert, je pense, ce que vous faisiez avec le Yoli. Il y a une grosse brique parrainage aussi. Ouais. En 2 mots, si tu peux nous la présenter rapidement, ce que ça permet, comment ça s'utilise et un peu les use cases classiques. Ouais, carrément. Donc franchement, le parrainage, c'est un des trucs les plus rapides et simples à mettre en place. Il n'y a pas besoin de trop se creuser la tête là pour le coup. Comment nous on le fait? Donc tu as typiquement une page dédiée sur le site du client. Et donc une fois que tu es connecté, tu as un lien pour toi, pour chaque utilisateur. Et en fait, la marque va pouvoir mettre tout un tas de garde-fous. Donc déjà sur l'utilisation, imaginons que tu m'envoies ton lien de parrainage. Je clique sur ton lien de parrainage, j'arrive sur le site de la marque et on me dit tu as déjà X euros de réduction dans ton panier. Je ferme la pop-up et j'ai rien besoin de faire, j'ai pas besoin de copier un code. Mon code est déjà dans mon panier. Donc ça, c'est hyper cool en termes de conversion, ça marche vraiment bien. Ouais. Et puis ensuite, du coup, quand moi j'achète, on gagne tous les deux un truc du coup. Enfin, toi, tu vas gagner un truc, moi je l'ai déjà gagné lors de ma première commande. Faut savoir que les gens qui sont parrainés, c'est aussi des acheteurs qui ont une beaucoup plus forte LTV. Et puis ça permet de fidéliser du coup les parrains aussi, qui du coup aussi bénéficient d'un reward. Comment tu l'expliques, le fait que quand tu es parrainé, tu as une plus forte LTV? Parce que ça vient d'une reco, c'est ça? Ouais, parce que tu es ICP, je pense, tu vois. Okay. Parce que si je te parraine, c'est qu'on est quand même assez potes, donc on partage beaucoup d'attributs communs. Et donc, que tu sais que potentiellement c'est un produit qui match avec ce... Ok. Ouais, c'est ça. Donc ça, franchement, c'est super simple à mettre en place, très rapide, ça se déploie en quelques clics. Et donc ça marche pour tous les types de business. Quasiment, j'ai pas d'exemple où le parrainage, ce serait pas un bon levier. Et le classique incentive, c'est quoi? C'est X euros pour le parrain et X euros pour la même somme pour le filleul? C'est quoi un peu Ouais, souvent c'est ça quand même, ouais. Okay. Juste en fait, par souci, je pense, plus vraiment de communication. Mais généralement, tu arrives et tu vois, voilà, 10 euros pour le parrain, 10 euros pour le filleul. C'est facile à comprendre, c'est les mêmes chiffres, c'est des euros directement, donc c'est tangible beaucoup plus vite. Ouais. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Ouais. Ok. Pour la petite histoire, je me suis fait parrainer par un de mes meilleurs potes sur Horace. Ok. Il y a genre 2 ans, tu vois, un truc comme ça. Et depuis, je suis client. Voilà. Tous les 2 mois, je leur rachète une crème. Ils sont très bons d'ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Je suis client aussi. Ok, ouais, tu vois. En même temps, est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour les mecs, sûrement. Sûrement, en fait, vraiment, c'est tout bête, mais je crois que j'ai dû tester 1 ou 2 crèmes où j'utilisais je faisais pas forcément plus attention que ça. Et je voyais un des meilleurs potes qui, pour le coup, lui avait un peu plus testé le truc, qui était sur Aura, ça lui plaisait, ça marchait bien, il m'a parrainé, je trouvais que le pricing était assez correct. Et puis j'aime beaucoup la marque d'un point de vue purement com, DNVB, enfin pas que DNVB, mais parce qu'ils ont beaucoup de points de vente physique, mais bref, voilà. Donc, je suis assez fan aussi. Je suis complètement fait marketer, mais comme quoi. Ok, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de Loyoli. J'avais 2-3 autres petites questions, mais je pense qu'en vrai, on a couvert
une bonne partie. Quelques petites questions finales pour ouvrir et conclure un peu l'épisode. Ouais. C'est quoi un peu, à ton sens, les grandes tendances qui vont apparaître là sur les 3-5 années à venir dans la fidélité, dans l'e-com, plus largement, sur quoi t'es attentif, curieux d'avoir un peu ton avis là-dessus. Ouais. Déjà, je pense qu'on l'a tous vu passer, mais tu vois, les chats GPT et compagnie sont clairement en train de L'IA, changer toutes les règles en fait du game, tu vois, l'IA de manière générale. Mais ouais, pouvoir acheter un produit dans le chat GPT, faire la discovery product dans le chat GPT directement, c'est quand même un sujet que je trouve assez fou. Alors son personal shopper sans, voilà, depuis une app, tu peux tout faire. Demain, tu auras des agents, tu pourras booker tes tickets, tu vois, penser à te racheter un produit tel jour. Enfin, c'est quand même assez... donc, tu vois, je sais pas trop jusqu'à où ça peut aller. Mais bon, évidemment, ça, je peux pas ne pas en parler. Vous penchez sur le sujet, du coup, comment intégrer ça au-delà de automation, machine learning qui sont déjà sur vos algos, mais sur l'IA, typiquement agent IA, LLM, tout ça? Ouais, alors, pas plus que ça, pour être honnête nous concernant. On regarde beaucoup tout ce qui se fait, mais sur notre scope à nous, pour le moment, on est assez focus sur déjà les premiers pas là-dedans. Effectivement, tu vois, hier, je recevais Camille de Nosto sur le Yoly Talks, et en fait, on parlait des types d'IA aussi, qui étaient assez intéressants. Donc moi, tu vois, je connaissais pas plus que ça. Mais effectivement, donc je pense que sur l'IA en tant que telle, donc il y a la partie chat GPT pour découvrir des produits. Là, c'est vraiment une nouvelle façon de consommer, de rechercher de manière générale. Donc ça va totalement redéfinir les règles. Jusqu'à quel point, je sais pas, tu vois. Mais c'est sûr que ça va être assez fou. Et après, tu as, en parlant d'IA, aussi cette dimension personnalisation. Ouais. Donc, tu as les IA sémantiques, prédictives, visuelles, etc. Et donc, en fait, je pense que cette capacité de la machine à mieux comprendre l'humain, anticiper ses besoins, ça va en fait élever les standards à un niveau jamais vu auparavant. Et du coup, en fait, limite, avant même que toi, tu aies ce besoin-là, en fait, la machine va anticiper tes besoins, te fournir une expérience vraiment hors du commun. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment regarder de très près tout ça parce que l'expérience client globale, à mon avis, va être vraiment très différente dans les prochaines semaines, j'ai envie de te dire, avec tout ça. Quoi. Ça va tellement vite. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un gros sujet que nous, on ziote de loin et de plus en plus près. On l'intègre déjà dans pas mal de nos process en interne pour gagner du temps sur des tâches un peu chronophages, mais plutôt en assistance, tu vois. Ouais. Et là, ce qu'on voit, c'est un autre level, quoi. Déjà, je pense que tu as dû voir la trend de Starter Pack. Ouais, c'est déjà ça. Mais au-delà de ça, toutes les pubs autogénérées par l'IA avec un prompt en 5 minutes. Ça marche bien, ça? On en a testé quelques-unes. On arrive à avoir des perfs qui sont pas mal. Le statique, je pense qu'il y a vraiment un pas qui a été fait sur du visuel. Clairement, je pense qu'on n'est pas au stade où tu peux remplacer à 100% un graphiste. Par contre, un graphiste qui, lui, a les bases du métier, peut produire beaucoup plus qu'il ne le pouvait avant, ça, je suis persuadé. La vidéo, on est encore loin, à mon sens, notamment sur les AI-generated vidéos. Ça va arriver, mais je pense que c'est pas encore tout de suite. Et après, surtout, moi, la vraie question que je me pose sur la créa, qui est le nerf de la guerre en ads, c'est dans quelle mesure le travail qui, aujourd'hui, est le cœur du truc, c'est la creative stratégie, donc toute la réflexion en amont, la veille, va pouvoir être remplacée en totalité ou partiellement par des IA. Moi, j'ai mon aspect un peu humaniste, envie de croire que jamais, tu vois, mais force est de constater que ça va à une vitesse incroyable. Donc, on regarde beaucoup ça, et après, je pense sur l'usage un peu plus, si je prends ma casquette entrepreneur, tu vois, comment intégrer ça dans une boîte. Moi, je vois des trucs où je vois des posts LinkedIn passer. Alors, je suis beaucoup sur LinkedIn, donc peut-être des déformations dessus, mais je vois des gars qui montent des boîtes en 12 mois, ils font 4-5 millions derrière, ils sont 5 avec des agents IA. Tu te dis genre, mais en fait, tu te dis, il y a une fenêtre dans laquelle je pense qu'il y a pas mal de choses à faire
pas forcément je suis un peu du cadre, moi je suis pas dans une logique de productivité à proprement parler, mais je pense que là où je te rejoins, c'est que le niveau moyen va être drastiquement élevé, et en fait si tu ne prends pas le wagon, si tu prends pas le train en marche, tu risques en fait juste on risque d'être mis en arrière. Donc on se penche dessus, on regarde, et je pense qu'on va être très attentif, parce que ça va super vite dans notre métier. C'est vraiment vite, ouais. En e-com, c'est dingue. Bon, voilà. C'est vrai. Ok. Donc IA, tu grosse tendance. Et puis vraiment les IA, tu vois, c'est intéressant ce que tu évoquais. Je pense celles qui créent vraiment de la valeur aussi, c'est pas juste des trucs qui, tu vois, sympas ou autres. C'est vraiment celles qui font gagner du temps aux humains. Et donc à mon avis, tu vois, les IA qui vont les plus performer, c'est celles qui vont vraiment faire économiser tu vois, de l'OPEX aux gens, parce qu'en fait, voilà, toi en tant qu'agence, typiquement, au lieu de recruter 50 personnes demain, peut-être que tu peux en recruter que 20, tu vois. Ouais. Mais avec, surtout dans des modèles qui sont basés sur l'humain. Bah ouais. Bon, après, c'est aussi intéressant que vertigineux. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et toi, du coup, les grands projets à venir, là, tu en as un peu parlé en préambule. Ouais. Donc aller chercher 100 millions d'ARR, belle target. Vous avez un horizon de temps, ça, ou... Ouais, dans les 5 à 7 prochaines années. Ok, solide. Et c'est quoi le plan d'action, du coup, ou les grands projets qui vont venir un peu compléter ce plan? Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le produit de loyalty le plus adapté pour upper SMB mid-market, parce qu'on pense qu'il y a vraiment un océan bleu en fait, qui s'est créé avec les deux antipodes trop basiques ou solutions legacy. Donc on essaie vraiment de prendre ce créneau-là, en étant vraiment les meilleurs sur le loyalty, sur ce qu'on fait. Après, de là découle tu vois, des types de programmes de fidélité qu'on va proposer à nos clients qui sont différents. Donc, tu vois, des paid memberships, où tu peux, un peu comme Amazon Prime, tu vas avoir un programme de fidélité payant finalement. Intéressant. Tu peux avoir des programmes où tu peux t'allier entre marques, où les récompenses sont utilisables chez plusieurs marques. Donc c'est un peu se concentrer sur le core product, faire des évolutions assez faciles, nous, côté produit, mais qui sont presque des nouveaux produits côté client. Et ensuite, dérouler un peu le fil pour compléter notre suite de produits, faire du referral un produit à part entière, de l'affiliation un produit à part entière, faire communiquer tout ça ensemble, ajouter une couche d'IA un peu au fil de l'eau pour encore plus automatiser les processus, mieux faire communiquer les produits, faire gagner du temps à ceux qui utilisent nos outils. Et avec en parallèle un développement sur des différentes géographies, donc aujourd'hui le UK, ensuite une partie Europe dans un temps 2. Mais cette année, on essaie vraiment de se concentrer sur un marché, trouver le bon playbook pour craquer un nouveau marché, et ensuite de pouvoir accélérer sur d'autres géographies et développer notre gamme de produits. C'est un peu ça notre plan pour les prochains mois. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu as des outils, c'est des questions que je pose à toutes les personnes qui viennent sur le podcast, des outils ou des plateformes en particulier que tu recommanderais à des e-commerçants, à des professionnels du marketing, des choses qui, toi, dans ton expérience actuelle ou passée, ou ce que tu as pu voir, sont vraiment des outils qui sont canons, que tu recommandes les yeux fermés, tu vois. Ouais. Franchement, je vais pas être très original, mais pour moi, les meilleurs outils, c'est vraiment du Shopify, du Klaviyo. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à augmenter encore une fois les standards de l'industrie, et qu'aujourd'hui, en fait, tu es obligé d'être vraiment à un niveau produit technique qui est à ce niveau-là, pour moi en tout cas, pour être bien. Donc ça, c'est des outils que j'adore, parce qu'en plus, ça évolue très très souvent, tu as tout le temps des nouveautés, donc j'aime beaucoup. Après, un outil que je recommande aussi aux e-commerçants, et peut-être d'ailleurs par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être assez intéressant au niveau de l'achat des produits, c'est Lifetime. Lifetime, qu'on utilise pas mal. Ouais, ok. Qui est vraiment bien pour le coup. Ouais, franchement, c'est solide. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils font au niveau des dashboards et tout. C'est plutôt solide. Donc ça, j'aime bien. Et puis après, voilà, moi, les outils que moi j'utilise à titre perso, c'est pas forcément des outils de e-commerçants, donc c'est pas très sexy. Mais franchement, voilà, Shopify, Klaviyo, Lifetime et bien évidemment Loyoli, c'est les 4, c'est le combo gagnant pour. Je te rejoins à 100%.
Shopify Klaviyo, alors nous, on n'a pas vraiment choisi de travailler avec des marques qui font Shopify Klaviyo, mais je pense que la nature des marques qu'on accompagne, e-com, des NVB, sont souvent sur l'audio Shopify Klaviyo. Quand elles ne le sont pas, elles passent dessus parce qu'elles se rendent compte que clairement ça marche et s'intègre très bien dans l'écosystème aussi paid, notamment Meta, qui fonctionne, qui est assez bien connecté. Le triptyque un peu Shopify Klaviyo Meta fonctionne plutôt bien. Est-ce que tu as des ressources, podcasts, livres, newsletters, formations, que tu consultes à titre perso, e-com ou pas d'ailleurs, hein, mais que tu recommandes à des personnes qui nous écoutent? Carrément. Donc, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, mais quasiment tous en anglais pour le coup. J'arrive pas à m'endormir sinon, mais après, ça te fait penser à un truc et du coup, tu dors pas non plus. Enfin, c'est un cercle. Tu prends des notes. C'est l'enfer. Mais donc, j'adore Diary of a CEO. Ça, c'est hyper cool. C'est pour ceux qui connaissent. Donc, en France, on a Qui veut être mon associé. Aux States, on a Shark Tank. Et au UK, il y a The Dragon's Den, un truc comme ça. Et du coup, maintenant, c'est un des membres du jury de Dragon's Den. J'ai oublié son prénom, mais le gars est top. Il interviewe des gens sur plein de sujets différents. Donc moi, je trouve ça hyper enrichissant. Tu as des espions, tu as des entrepreneurs, des scientifiques. Donc moi, j'adore ce genre de podcast qui est très, très bien fait. Après, quelque chose vraiment très focus SaaS. Steven Bartlett, c'est ça? Ouais, exact. Je l'ai retrouvé en même temps. Ouais. Donc ça, franchement, j'aime beaucoup ce podcast. Après, il y en a un autre que j'écoute beaucoup, mais ça va pas mal plaire aux gens qui ont des boîtes, des SaaS, des tech, même des agences ou autres. Ça s'appelle 20VC. C'est en fait un gars qui a un fonds 20VC, et c'est un très très gros podcast en fait. Donc tu as par exemple, tu vois, le gars qui a géré le go-to-market de HubSpot dans des pays, qui va t'expliquer pas à pas comment faire. Donc c'est super intéressant. Après, voilà, forcément pour les news e-commerce, le panier, Rhodes et puis Loyally Talks. J'apprécie la petite pub. Mais donc, ouais, franchement, ces podcasts-là, je les ponce vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, ok, trop bien. Bah écoute, merci pour ça. Et dernière question pour toi, Joseph, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, écoute, sur LinkedIn, Joseph Aubry, on a une newsletter aussi pour ceux que la rétention intéresse, qui est assez cool. On essaie de publier pas mal de contenu, d'e-books, d'outils gratuits, etc. Trop bien. Donc ça, vous pouvez aller les checker. Et puis aussi Loyally Talks. Loyally Talks, dispo sur YouTube. Sur YouTube aussi, ouais. Et en audio. Et en audio, ouais. Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était très cool. Merci à toi. On a abordé plein de choses. Moi, j'ai appris plein de trucs. Avant ce podcast, j'étais au niveau 0 sur la feed. Donc là, je suis au niveau 1, mais c'est déjà mieux. Cool. Donc, non, franchement, merci. Trop cool. Et puis bon courage pour la suite. Bah ouais, merci Étienne. Salut Joseph. Salut. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.